sur la 8 à l'heure de Culture 8, votre émission hebdomadaire, celle qui vous permet de mieux découvrir différentes personnalités évoluant dans le secteur culturel ici en Haïti. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une Culture 8 particulière. Nous recevons un photographe. Et ce n'est pas un photographe ordinaire parce que lui, il ne fait pas de la photographie de mode ou encore de la photographie, celle qu'on fait juste pour garder les souvenirs. Lui, il fait du photojournalisme, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous recevons Georges Ariouzier. Georges, comment ça va? Bien, merci et merci pour l'invitation, ça fait plaisir et merci pour l'opportunité de parler du photojournalisme, du photodocumentaire et domaine dans lequel j'évolue. Georges Ariouzier est l'un des photographes documentaires haïtiens les plus célèbres. Né en 1984, il vit et habite à Port-au-Prince. Après ses études classiques, il étudie l'architecture jusqu'à s'orienter à la fin de 2010 vers la photographie. En 2011, Rouzier fonde avec d'autres collaborateurs photographes le collectif K2D. Le professionnel artiste s'est ainsi livré corps et âme à cet art et en fait son cheval de bataille. Il collabore avec des presses et des organisations non gouvernementales, fait des expositions dans les galeries d'art de Port-au-Prince, de la plus remarquable, La ville de la ville, réalisée en 2017. Il a présenté à travers une vingtaine de photos la vie au cimetière de Port-au-Prince. En 2018, le photojournaliste a publié un livre photo baptisé Nous pas monicite sur le désordre urbanistique de la capitale. Membre fondateur de Photopaclet, la première revue photographique haïtienne, Georges Ariouzier s'est mis au service de la population haïtienne pendant plus de 8 années, en dénonçant à travers ses clichés la misère et les débords du peuple. Alors, on va commencer début en plein fouet dans le sujet, comme on dit. Comment en arrive-t-on à faire du photojournalisme, photodocumentaire, photoreportage? Comment en es-tu arrivé là? Bon, personnellement, ma formation universitaire, c'était l'architecture. Mais au moment du tremblement de terre, il n'y avait pas de cours. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu découvert la photographie et documentaire journalistique. En fait, au début, je ne savais pas que ça existait. En fait. Je pensais que c'était juste la photographie. Et dans un premier temps, j'ai été à CEPEC, l'école de photographie, et j'ai commencé à faire des photos familiales du genre photos de mariage, photos de baptême, anniversaire et photos de souvenirs, comme tu as dit tantôt. Mais rapidement, j'ai senti une certaine volonté de dire plus avec mes photos, c'est-à-dire de raconter des choses, de présenter des choses, de souligner, d'encourager ou de dénoncer des choses avec mes photos. Comme on dit souvent, et les photos valent 1000 mots. Donc je me suis dit qu'il y a certaines situations, certains problèmes de la société dans laquelle je vis où je pourrais utiliser la photographie pour faire état de ces choses-là. Et l'autre chose, c'est que à partir des réseaux sociaux, on a remarqué que la photographie prenait beaucoup de place. Donc du coup, moi, j'ai entendu ça d'un de mes formateurs et ça m'a un peu touché. Et tous les jours, il y a des millions de belles photos sur les réseaux sociaux, mais il faut ajouter quelque chose d'autre à la photo, c'est-à-dire le message et l'importance qu'on pourrait accorder à la photo, en plus que ce soit une belle photo. Justement, en parlant de messages, parfois quand on lit le journal, on peut douter parfois de ce qu'on lit, et aussi quand on écoute la radio, mais avec une image, la personne n'a pas la possibilité de douter justement, parce que c'est beaucoup plus réel. Mais dirait-on que le photojournalisme, il prend beaucoup plus de risques que le journaliste qui écrit ou qui encore fait des reportages audio? Exactement. En fait, il y a plusieurs types de photojournalistes. Par exemple, il y en a ceux qui font de l'actualité, que je faisais au tout début, mais de moins en moins j'en fais. Moi, je fais plutôt des sujets à foi, des reportages, des documentaires, dans le sens que je prends moins de risques que ceux qui vont faire les manifs, du coup, qui font ce qu'on peut dire l'actualité. Parce que, en fait, ce sont eux qu'on voit réellement, que le grand public voit comme photojournalistes. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres sujets, comme des sujets écrits, des sujets audio, des reportages vidéo, qui parlent de situations qui sont, qu'on peut dire, des sujets à foi. Ça ne parle pas d'actualité. Effectivement, la photo a quelque chose de plus que dans le texte. Par exemple,
prenons un cas, quelqu'un peut écrire un sujet sur quelque chose qui se passe à Gonaïves, en faisant des appels, en prenant des contacts, en prenant des témoignages, tout ça. Mais un photographe ne pourra pas rester à Port-au-Prince et faire un travail sur les Gonaïves, par Ça exemple. demande beaucoup plus de Exactement. déplacements, il faut C'est-à-dire- être sur le terrain. Mais d'un autre côté, comme tu l'as dit, je pense que aussi une photo peut être interprétée de différentes façons. C'est-à-dire un message dans une photo peut quand même être interprété de telle ou telle façon par rapport à la personne qui regarde la photo, par rapport à son vécu, tout ça. Donc c'est là que moi, mes sujets sont plutôt des sujets qui comportent plusieurs photos. Donc oui, une photo peut être interprétée différemment, peut être utilisée pour illustrer d'autres choses, mais une série, c'est-à-dire un ensemble de photos sur un sujet, vraiment, c'est un peu difficile pour qu'il y ait mes interprétations par rapport à ce que je veux exprimer, ce que je veux pointer du doigt. Alors, Georges, tu fais partie d'un collectif qui partage la même idéologie que toi et cette idée de ne pas faire de la photo juste pour la photo, mais en véhiculant certains messages à travers la photographie. Donc, c'est le collectif K2D. Peux-tu nous en parler un peu plus Oui. de ce collectif? Le collectif K2D, effectivement, regroupe de photojournalistes, photodocumentaires. Et le collectif a pris naissance il y a 4 ou 5 ans à partir de plusieurs ateliers de formation dans ce domaine-là que Focal accordait. Donc, et grâce à Focal, il y a eu pas mal d'ateliers de formation de photographes internationaux de renom qui sont venus en Haïti donner des ateliers, tout un cursus de formation qui a duré près de 4 ans. Et à partir de là, on s'est dit nous-mêmes que pourquoi ne pas se regrouper pour s'imposer sur le marché national et international et aussi donner notre regard sur notre pays. C'est-à-dire que souvent, les reportages qui se faisaient sur Haïti, c'était des reportages que des étrangers faisaient, donc ils avaient leur propre regard sur notre société. Donc on se disait qu'il était temps que nous, en tant qu'Haïtiens, on a notre propre regard sur notre pays. Et de notre côté, c'était un peu difficile, est-ce que difficile, je ne sais pas quoi utiliser, c'était un peu compliqué de voir que régulièrement, des reportages qui se faisaient sur les médias internationaux qui voulaient faire des travaux sur Haïti, envoyaient des photographes de l'étranger, payer des tickets d'avion, payer d'hôtel, payer des interprètes pour faire des travaux. Alors qu'on a les ressources nécessaires ici. Exactement. Donc c'était plus facile d'attirer leurs attentions en tant que collectif que de manière individuelle. Donc ce qui a été possible parce qu'on a déjà 3 publications et une revue, Photo pas clair, et qui a eu beaucoup de succès, je peux dire, ici et à l'international parce qu'avec Photo pas clair, on a participé à au moins 3 ou 4 festivals de photos et on a eu plus de 5 expositions en Europe. Donc et là maintenant on vient de sortir le livre Casal et qui commémore les 50 ans de massacre qu'il y a eu à Casal. Donc déjà on a pas mal de retours positifs, plusieurs expositions sont déjà prévues et fin 2019 et 2020 et autour de ce travail. Donc du coup ça c'est une très bonne vitrine pour nous photographes haïtiens et dans l'international. Dirais-tu que ça rapporte? C'est-à-dire, à part la renommée et tous ces festivals que vous faites à l'étranger, est-ce que ça rapporte de faire ça? Je peux dire que le métier de photojournaliste, photodocumentaire, de manière générale, ça rapporte, mais plutôt de la notoriété, avant tout de la notoriété. Parce que ce que je me dis, c'est que les patrons des médias, avant tout, ce qu'ils veulent, c'est que l'argent, ça rentre. Donc forcément, vous, quand vous faites ce genre de travail qui dénote de la réalité, de ce que vivent les gens, vous allez au-delà de ce que les gens pensent. C'est-à-dire, les gens n'ont pas forcément envie de mettre la misère dans les pages de leur journal. Donc forcément, je me dis, ça doit être difficile pour vous de pouvoir trouver des placements pour vos travaux. Oui. Et par rapport à ça, je dois d'abord dire qu'effectivement, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas seulement en Haïti que le photojournalisme, le photodocumentaire, par rapport au travail, par rapport à l'effort que doit déployer le photographe, que c'est d'abord la notoriété qui, comme retombée qu'il a.
Mais ensuite, mais par contre, il y a d'autres entrées. Parce qu'un photojournaliste, un photodocumentaire, comme tu dis, vit des médias, des parutions dans les médias, vu d'expositions, de festivals, de résidences et de financement de bourses, ces genres de trucs-là. Mais malheureusement, tout ce que je viens de citer n'existe pas en Haïti. Il n'y a que la Focale qui avait fait les formations et qui vient de lancer une bourse pour accompagner des photographes. Et aussi quand vous faites vos recherches personnelles et que vous trouvez des opportunités à l'étranger. Oui, exactement. Il n'y a pas de médias et pour des parutions en Haïti. Il n'y a pas de maison d'édition photo en Haïti. Il n'y a pas de festival de photos. Donc, du coup, c'est compliqué en Haïti. Mais par contre, je peux dire que ça reste quand même une opportunité pour nous, dans le sens que le monde a un peu changé, les médias à l'international ont un peu changé. Ils préfèrent avoir le regard d'un journaliste local sur les pays. Donc, du coup, je ne peux pas dire que ça va toujours rapporter, parce que le principal source d'entrée pour nous auparavant en Haïti, c'était les ONG, donc qui existent de moins en moins en Haïti. Donc du coup, là, ce sont des parutions dans les médias internationaux qui est la principale source de revenus. Donc du coup, et les festivals aussi, qui sont très ouverts à d'autres regards, à d'autres aspects. Beaucoup moins glamour. Moins glamour. Mais de notre côté aussi, on peut dire que Haïti a été toujours présenté dans ces différents médias-là, comme par rapport au tremblement de terre, par rapport au vaudou, par rapport à ces genres de choses-là qu'on voit rapidement, mais avec ces jeunes photographes haïtiens qui vivent le quotidien, donc qui proposent d'autres aspects d'Haïti qu'on ne voyait pas avant. Pour en revenir à ton travail à toi, tu fais aussi des reportages ou des documentaires photos personnels. Et est-ce que le travail que tu as fait sur le cimetière de Port-au-Prince, c'était ton premier comme travail personnel? Je peux dire que puis, non. Profite-en pour en parler au public aussi. Moi, j'y ai été, mais oui. Tout le monde n'a pas vu. J'ai eu la chance de faire plusieurs reportages, mais il y a des courts reportages qu'on peut dire qu'on peut faire sur un mois ou quelques semaines, qui regroupent une vingtaine, entre 15 et 20 photos. Mais il y a d'autres sujets qui demandent beaucoup plus de temps, beaucoup plus de photos, en fait. Donc, il y a deux sujets particulièrement dans ma carrière que je peux dire que j'ai fait sur d'une longue période. Par exemple, j'ai fait un travail, comme tu viens de le dire, un travail sur le cimetière de Port-au-Prince. Et ce travail-là, je ne veux pas montrer j'ai photographié le cimetière, mais en faisant un parallèle avec la capitale de Port-au-Prince. Parce qu'effectivement, le cimetière de Port-au-Prince est à cet emplacement-là depuis 1790, donc exactement la même année où Port-au-Prince est devenue la capitale coloniale de Saint-Domingue. Donc, c'est-à-dire que c'est l'une des patrimoines qui a vu l'évolution, qui a accompagné la capitale jusqu'à aujourd'hui. Donc, il a connu les différents déboires, tremblements de terre, occupation, guerre de l'indépendance, tout ça à même titre que la capitale. Donc, je m'étais dit que c'est le principal témoin qui peut parler de Port-au-Prince. Donc, du coup, pendant 4 ans, j'ai sillonné le cimetière de Port-au-Prince. 4 années quand même, il en faut de la patience. Oui, parce qu'au départ, c'était un peu compliqué de trouver l'angle, de trouver l'accès, et que les personnes se laissent photographier pour s'exprimer, pour être ouvert. Donc, du coup, j'ai pris 4 ans et pour faire ce parallèle. Effectivement, j'en ai fait une exposition. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est un peu difficile de trouver des maisons d'édition en Haïti. Donc là, j'ai quasiment fini avec un livre, mais ça prend beaucoup de temps pour la publication. Et l'année dernière, j'ai travaillé grâce au fonds de la Focale, la bourse pour photographes émergents. J'ai fait un travail sur la musique en Haïti où j'ai comparé les 4 genres musicaux avec quelques classes sociales en Haïti. Par exemple, le compas, qu'on peut comparer avec l'élite haïtienne, qui est un groupe fermé, qui refuse l'émergence de nouveaux groupes, de nouveaux jeunes de s'exprimer, parce qu'on peut dire, c'est clair, il y a beaucoup de nouveaux groupes, mais ce sont les mêmes visages, les mêmes noms qu'on retrouve tout le temps. Et dans le compas aussi, c'est un peu difficile pour la masse et critique haïtienne de la consommer, parce que les soirées
Les balles qu'on passe, c'est minimum 20-30 dollars US. Ce n'est pas permis à tout le monde. Il y a une façon d'y aller. On doit être bien habillé, en voiture. On ne peut pas y aller sur une moto. Donc, c'est un peu comparé. Dans ce travail-là, j'ai un peu comparé avec la classe bourgeoise haïtienne. Et aussi, tu as essayé de pointer la valeur économique de ces soirées nocturnes. Exactement, exactement. Et aussi, il y a d'autres aspects que j'ai touchés, la place de la femme dans la société, par exemple dans le compas, qui est une sorte de groupe assez machiste. Il y a très peu de place pour les femmes, soit en tant que promoteur, en tant qu'animatrice, en tant que chanteuse, en tant que musicien. Et c'est très critique. Et en parallèle, j'ai présenté le rabodaï, qui est très populaire, qui est très dansé, mais qui n'exige pas autant d'apports financiers pour consommer. Et par exemple, ça se passe dans la rue, c'est plus à la portée des gens. Les bières se vendent entre 15 et 20 dollars haïtiens, donc c'est plus accessible que par rapport dans les soirées compas. Donc, et aussi, on peut les comparer avec la classe ouvrière haïtienne, dans le sens que l'artiste même qui fait la musique de rabodaï ne jouit pas de son travail. Ce sont d'autres qui bénéficient, par exemple les DJ dans les soirées, mais les artistes rabodaï font une musique et n'ont pas les moyens pour faire des vidéoclips. Ils n'ont pas la chance aussi d'avoir une sorte d'industrie derrière eux pour les pousser, c'est-à-dire on ne les accorde pas d'interviews, on ne les accorde pas de portraits dans des magazines, contrairement à ce qui se fait pour le compas. Mais sans le texte qui va avec, Georges, il faut peut-être beaucoup de dextérité pour parvenir à faire passer tous ces messages-là à travers des photos. Donc du coup, je me dis, comment en arrive-t-on à trouver la photo idéale qui va pouvoir ébranler les convictions, la photo à travers, c'est-à-dire les photos qu'il faut, à travers tout le lot. Oui, exactement. Donc, ça m'a pris 1 an, effectivement, parce que contrairement avec pour d'autres reportages où on photographie quelque chose qui n'est pas photographiable, c'est-à-dire la musique, les textes, les textes des paroles, tout ça, on n'arrive pas à les photographier. Mais par contre, c'est à ce moment-là qu'il est important d'avoir une sorte de storyboard où on sait exactement qu'est-ce qu'on va chercher dans telle ou telle soirée. C'est-à-dire que ça se peut que j'y vais dans un bal, je fais toute la soirée et je ne photographie jamais la personne sur le stage parce que je cherche un peu la réaction du public. Exactement. Tout récemment, avec d'autres photographes de K2D, justement, vous avez fait un travail sur Casal. Et là, est-ce que le livre est déjà publié? Parce que normalement, ça devait se faire. Donc, parle-nous un tout petit peu de tout ça. Oui, pendant 4 ans aussi. Et 6 photographes ont travaillé sur Casal où il y a eu un massacre et qui vient d'avoir 50 ans. Donc effectivement, durant la période de commémoration de ce massacre, il y a eu une exposition qui s'est faite. Et il y a le livre aussi qui est publié, mais malheureusement qui n'est pas encore en Haïti. Mais le livre est déjà en Europe, aux États-Unis. Donc le souci qu'il y a par rapport à Haïti, c'est l'expédition. Et question douanière qui est un peu bizarre parce que ce sont des livres, donc pourquoi avoir des problèmes de douane pour les livres. Donc, mais je pense que d'ici 2 mois, il y aura la vente signature de ce livre en Haïti et c'est déjà l'occasion pour le grand public d'apprendre, bon je ne peux pas dire d'apprendre, d'appréhender la photo d'une autre manière et contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir, des photos de mode, des photos d'archives, des photos familiales, des photos de... Voilà. En parlant de photos familiales, photos de mode et tout, outre les techniques de prise de vue, bon, ce qui n'est vraiment pas mon domaine, je ne vais pas entrer là-dedans. Alors dites-nous, quelles sont les particularités qui différencient un photographe de mode ou un photographe qui, pour les photos familiales et tout, d'un photojournaliste? Tout d'abord, c'est le discours. C'est-à-dire qu'un photographe de mode peut... Il y a des photographes, photojournalistes qui utilisent les techniques de mode pour faire son travail. Mais c'est le discours. C'est-à-dire, par exemple, il y a un photographe de mode africain qui s'appelle Omar... J'ai oublié l'Omar, quoi. En fait, dans son travail, il utilise la photo de mode pour dénoncer certains trucs. Par exemple, il a fait des autoportraits en utilisant les techniques de mode, c'est-à-dire installation de lumière, tout ça. Et il a pris des postures d'anciens et intellectuels africains
Il a pris exactement les mêmes tenues qu'ils avaient dans des portraits, la même posture, mais en ajoutant des éléments qui ont rapport au football. Par exemple, il peut mettre des gants de football, un ballon, un sifflet. L'angle qu'il a choisi de dénoncer dans ça, c'est qu'auparavant, en Afrique, on exportait des intellectuels, c'est-à-dire des savants, des chercheurs, tout ça. Et actuellement, on exporte des footballeurs qu'on exporte beaucoup plus d'Afrique. Donc, c'est juste une question de discours, tout d'abord. C'est tout. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les photos de mode et aussi même les photos familiales. Un photographe, après 40 années en faisant des photos familiales, au final, il a une bonne échantillon de la société dans laquelle il a photographié, qu'il pourrait présenter comme un travail de photojournaliste. Ok, Georges, on va terminer, mais déjà une dernière question. Je sais que tu attends déjà la parution de ton livre sur le cimetière, Une ville dans la ville, mais en ce moment, tu travailles sur quelque chose, un projet à venir? Bon, j'ai un projet que je compte publier en 2020, qui me prend un peu de temps. Je compte publier ça en 2021. Et bon, c'est un travail que, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Les Haïtiens ajoutent toujours si Dieu le veut. Mon travail, ce travail-là, c'est la place de Dessalines dans la mémoire collective haïtienne. Là? La place de Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation, dans notre mémoire collective et internationale. Parce que souvent, on parle très souvent de Toussaint. Surtout assez souvent sur la scène internationale. Exactement. Mais on a tendance... Dans l'international, Dessalines est celui qu'on oublie, qu'on essaie d'effacer en fait. Donc ce travail-là, c'est... Tu as déjà commencé? Oui, j'ai commencé. J'ai commencé il y a... Oui, j'ai commencé au moins 1 an. Ok, super, on attend ça. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Georges Ariouzier. Georges, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Moi aussi, c'était un grand plaisir. Et évidemment, comme vous le savez, chaque semaine, c'est toute une équipe qui vous permet de regarder cette émission. On vous dit au revoir et bien évidemment à bientôt pour une prochaine sortie de Culture 8.